Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias, association et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors chaque mois, on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit répondre la communication d'entreprise, à la fois en interne et en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous pencher sur la raison d'être. 2 ans après l'adoption de la loi Pacte, la raison d'être semble être présente dans bon nombre de communications d'entreprise. Pourtant, quand on y regarde de plus près, elles ne sont que 9% ces entreprises à avoir inscrit leur raison d'être dans leur statut. Alors qu'est-ce que ça change concrètement de définir une raison d'être vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des futurs talents? Comment faire vivre cette raison d'être au quotidien et la traduire en actions concrètes? Et quelle place pour la communication au cœur de ces enjeux? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et aujourd'hui, j'accueille donc Béatrice Mandine, directrice de la communication, de la marque et de l'engagement du groupe Orange. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes également vice-présidente de l'association Entreprises et Médias, partenaire de cette émission. Cécile Ribourg, bonjour. Bonjour. Directrice de la communication du groupe Maïf. Et Marc Alias, bonjour. Bonjour. Directeur de la communication, réputation et engagement du groupe Pierre Fabre. Alors, je le disais, la raison d'être, c'est une possibilité en fait qui est offerte par la loi Pacte. Alors, on doit être à peu près 2 ans après la promulgation de la loi. Tout le monde ne parle que de ça. On a l'impression qu'elle est incontournable pour toutes les entreprises aujourd'hui. Et en fait, j'ai regardé les chiffres. Il y a une étude qui a été publiée par le MEDEF en septembre. 35% des entreprises font référence à la raison d'être dans leur communication, mais elles ne sont que 9% à l'avoir inscrite dans leur statut. Comment on explique ce différentiel, Béatrice Mandine ? Alors déjà, pour les communicants que nous sommes, il faut quand même se dire que la raison d'être, c'est pas une découverte de la loi Pacte, parce qu'en termes de brand purpose, ça fait très longtemps que ce concept, certes un peu anglo-saxon, mais on le manipule depuis longtemps au titre de la marque. Là, pour ce qui est de la France, la loi Pacte, elle a 2 ans, vous l'avez dit, c'est quand même un process assez long quand on veut l'inscrire au statut d'une entreprise, puisqu'il faut passer par une assemblée générale, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, le temps déjà de la formaliser, cette raison d'être. Donc selon les entreprises, ça a été fait ou c'est à faire. Et puis après, il y a ce sujet institutionnel de l'inscription au statut, qui prend un peu de temps. Vous l'avez défini chez Orange, c'est quoi votre raison d'être alors ? Alors la raison d'être d'Orange, c'est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Et vous l'avez inscrit dans les statuts ? Tout à fait, à la dernière Assemblée Générale qui était en mai dernier. Et vous, chez Pierre Fabre, alors du coup, Marc Alias, comment est-ce que vous avez procédé ? Alors en fait, on a complètement déconnecté le sujet de la loi Pacte. On est une entreprise assez originale, puisque nous sommes, je crois, la seule entreprise industrielle en France à appartenir à une fondation reconnue d'utilité publique. Donc déjà, ça nous donne un statut très particulier. Cette fondation reconnue d'utilité publique a besoin effectivement de l'entreprise pour développer ses missions. Donc je dirais que déjà en soi, de permettre à cette fondation d'œuvrer en Afrique, en Asie du Sud-Est, notamment à former des médecins ou des pharmaciens, c'est une raison d'être très très forte. Mais ça n'est pas la loi Pacte qui nous a fait nous pencher sur ce sujet-là. En fait, l'entreprise, il y a 2 ans et demi, a commencé à réfléchir à un plan de transformation stratégique assez global. Et une des premières mesures qu'on a identifiées comme nécessaires, c'était de se reposer la question de notre raison d'être. Et je dois dire que ça s'est révélé comme un formidable moteur, à la fois pour accompagner cette transformation stratégique et également pour traverser la crise qui n'est pas terminée de la pandémie. Donc je ne crois pas qu'il faille nécessairement, en tout cas pas à notre niveau, et lier ce sujet-là à la loi Pacte et à l'inscription de la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. C'est un sujet, à mon avis, plus vaste que celui-ci. C'est quoi votre raison d'être alors chez Pierre Fabre ? Alors, je ne vais pas vous la lire dans son intégralité. Je vous encourage à aller la découvrir sur notre site internet. C'est très très beau. C'est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Vous savez, c'est cette idée du colibri qui essaye d'éteindre le feu de forêt. On lui dit, mais tu es fou, colibri. Il dit, oui, mais j'essaye de faire ma part. On est une petite entreprise. C'est quoi une petite entreprise ? Parce que ça me paraît pas si petit que ça. Mais... Non, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est surtout des très belles marques comme Aven et des activités comme des traitements en oncologie ou en dermatologie qui peuvent changer la vie des gens. Et d'ailleurs, alors, cette raison d'être, chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur, elle s'est aussi traduite stratégiquement. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que par exemple,
on a décidé de s'intéresser de plus en plus aux maladies rares. C'est des maladies qui vont peut-être toucher 1 millier de personnes dans le monde chaque année, pour lesquelles il n'y a pas de solution thérapeutique, pour lesquelles les grands laboratoires n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt à investir. Ouais, l'idée étant d'aller vraiment s'adresser à tout le monde, quoi. Voilà. Alors là, bon, je pourrais développer. On a signé un partenariat très intéressant avec une fondation suisse pour un traitement très innovant dans une maladie très rare. Et donc, cette raison d'être entre le plan de transformation, la crise Covid et puis des décisions stratégiques, on la voit se mettre en action concrètement dans l'entreprise. Ouais. Vous voyez qu'on est très, très loin. Justement, je pense que c'est exactement le sujet. Je pense qu'on va y revenir ensemble plus largement. Mais ensuite, comment est-ce qu'on transforme la raison d'être en action? À la Maïf, c'est quoi votre raison d'être? Nous, notre raison d'être, je vais la résumer. C'est pas un objet de communication, donc elle est un peu longue. C'est porter une attention sincère à l'autre et au monde, afin de construire le mieux commun. Donc c'est le reflet finalement, alors un peu comme Marc, les travaux ont démarré bien avant la loi Pacte. Ouais. On travaillait sur ce qu'on appelait à l'époque la mission. Finalement, la loi Pacte est arrivée, on a changé de mot, on a appelé ça notre raison d'être. Et puis après, on a décidé de poursuivre ce chemin engagé et d'aller jusqu'à l'inscription dans nos statuts et de devenir société mission. Mais comment est-ce que vous avez construit cette raison d'être? Vous avez consulté tous vos collaborateurs? Alors, on a fait un long travail d'introspection qui a duré pratiquement 2 ans avec l'ensemble du conseil d'administration, donc qui représente nos sociétaires, l'ensemble du comité de direction. Un travail d'introspection, on s'est replongé dans les racines, l'origine de la Maïf. On est bien sur la formalisation de quelque chose qui est préexistant. On est sur un militant, finalement, qu'est-ce que ça veut dire en 2020, enfin à l'époque, 2018, dans les années qui viennent, et comment est-ce que ça peut nous emmener vers demain, tout en étant une colonne vertébrale, on va dire, qui guide l'action de chacun dans son quotidien, que je sois jardinier, conseiller, voilà. Béatrice, comment est-ce qu'on fait ensuite pour traduire ça en action? Parce qu'effectivement, le risque, c'est de tomber dans du purpose washing, vous voyez ce que je veux dire? Exactement, donc ça, c'est évidemment l'écueil à éviter. Deux petites choses. Déjà, ça commence par la construire ou la formaliser sur la base d'une réalité qui existe. On dit tous la même chose. En fait, la loi Pacte, c'était une opportunité de formaliser, de l'inscrire au statut, mais le travail a certainement commencé bien avant dans les entreprises. Ça avait des noms différents. Nous, chez Orange, on a une histoire, on a une marque qui est très forte. On a du coup une personnalité de marque, on avait une philosophie de marque qui s'appelle Human Inside. C'est la base sur laquelle on a commencé à travailler, et le fait qu'on s'appuie sur ces fondamentaux-là, ça fait que la raison d'être ensuite, sous un process. Alors nous, on a une tradition de co-construction où on interpelle les salariés assez régulièrement, les consulte sur la base d'applications d'intelligence collective qui leur permet de participer à différentes phases de cette construction de la raison d'être. Et après, tout le sujet, c'est celui que vous évoquez, c'est de passer de la raison d'être à la raison d'agir. Donc la raison d'être pour une entreprise, c'est une boussole, c'est quelque chose qui nous lie pour aller vers un objectif qui n'est pas un objectif stratégique, c'est une horizon de temps qui est beaucoup plus longue, c'est censé être pérenne, une raison d'être. Vous n'allez pas la changer tous les 5 ans. Ça ne peut pas évoluer? Ça peut. Moi, je laisse la porte ouverte. Ça peut, du moment qu'on entend que ça ne se superpose pas à un horizon stratégique de 5 ans. Ça enjambe bien plus loin l'avenir de l'entreprise, et ça a en tout cas une vocation de pérennité. Quand on a commencé à travailler sur la raison d'être, on se les figurait un petit peu comme une étoile, quelque chose d'un petit peu inaccessible. On savait qu'on avait un plan de transformation, donc un plan à 5 ans, un plan stratégique, une montagne à gravir. Et on s'est dit, il faut une stratégie qui va nous montrer le chemin, mais on va être guidé par cette étoile. Ça relève plus de la vision que de la stratégie opérationnelle, quoi. Oui, sans doute. Oui, sans doute. Alors, il y a un autre point très important qui a été mentionné par Cécile, c'est celui de construire sur, je crois que Béatrice l'a dit aussi, de construire sur des valeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler sur quelque chose ex nihilo. Il faut partir de son histoire, il faut partir de ce qu'on est, il faut partir de ce qu'on apporte d'unique à la société et le croiser effectivement avec un ou des besoins sociétaux qui sont pertinents. Et donc en ça, moi je trouve que la raison d'être se distingue de la mission. La mission, c'est ce que l'on fait, c'est notre métier.
par exemple, dans le cas de Pierre Fabre, c'est de fabriquer des produits de soins qui vont vraiment améliorer le quotidien des consommateurs et des patients. C'est de le faire avec des produits naturels, avec des professionnels de santé. Mais ça ne constitue pas une raison d'être. Notre raison d'être, c'est vraiment d'essayer de changer le monde à travers cette interaction très très fine avec chaque individu. Cécile, est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez établi cette raison d'être, ça a renforcé l'engagement de vos collaborateurs ? Je ne pourrais pas dire que ça renforce l'engagement. En tout cas, ça se fournit un motif d'adhésion. Il y a eu vraiment un véritable enthousiasme parce que justement, c'est ancré dans le quotidien. On n'est pas sur. C'est pas que la vision en fait. C'est une raison d'être qui est opérante dans le quotidien de chacun. Donc, ça a permis à tout le monde de se rassembler. Donc, il y a eu un véritable enthousiasme interne, d'avoir formalisé. Alors, en plus, la Maïf, on aime bien les mots, donc ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Mais en revanche, on a pris le parti de ne pas communiquer sur notre raison d'être en externe. C'est-à-dire que, pour rejoindre ce que disait Béatrice, le sujet, c'est l'engagement qu'il y a derrière, les actions qu'on va pouvoir prendre à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'entreprise. C'est pour ça qu'en externe, on a plutôt bâti notre campagne autour de chaque acte compte, qui est exactement la traduction de ce qu'on entend. Il n'empêche que cette raison d'être, elle existe. Et puis, quand on se pose des questions, typiquement à l'heure des choix qu'on doit opérer en cas de crise ou dans la vie quotidienne, c'est vrai que d'avoir cette projection sur se dire comment est-ce que je peux porter une attention sincère à l'autre et au monde, c'est extrêmement guidant. Et en cas de crise comme celle qu'on est en train de traverser, vous avez regardé cette raison d'être, elle a résonné d'une façon plus particulière ? Oui, alors c'est dans la droite ligne de nos engagements. À ce moment-là, au moment de la crise, c'est pour ça qu'il y a quand même ce lien intrinsèque entre qui on est et notre raison d'être. On n'était pas encore devenu société à mission au moment du début de la pandémie. Mais effectivement, la logique avec laquelle on a regardé la manière dont on pouvait aider et venir en soutien de nos sociétaires, de l'ensemble de nos parties prenantes et de la société en général, la réflexion s'est bien fondée sur comment est-ce que je peux porter une attention sincère à chacun d'entre eux. Comment est-ce qu'on fait vivre ensuite cette raison d'être, Béatrice Mandine, sur tous les métiers, toute l'échelle d'un groupe comme Orange, par exemple ? Parce que ça va des boutiques au top management. Donc, comment est-ce qu'on traduit ça ? Nous, on a commencé à la genèse, on va dire, puisque on l'a co-construite. Donc, on a impliqué les salariés, y compris d'ailleurs le comité exécutif, le conseil d'administration. On a fait aussi beaucoup de travaux avec les parties prenantes de l'entreprise, dans le cadre du dialogue parties prenantes classique, sur la thématique de la raison d'être. Et puis après, on rentre dans cette phase d'acculturation, on va dire, et d'opérationnalisation de la raison d'être. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est une boussole. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est encore le sujet dans lequel on est. On n'est pas au bout. Notre conviction chez Orange, et je veux juste faire une parenthèse, de dire qu'il faut être assez humble, parce que la raison d'être, il n'y a pas une recette. C'est pas une manière de bien la faire ou une manière de mal la faire. C'est ce que ça colle à la culture de l'entreprise et là où vous voulez aller. Donc, nous, on se dit, on a cette raison d'être. Ça nous paraît cohérent avec ce que nous sommes et là où nous voulons aller. Et c'est une boussole pour les salariés. Et on est dans la phase où on essaye de travailler avec eux pour savoir concrètement ce que ça veut dire dans leur quotidien. Par exemple, on a mené d'épiler une consultation où on leur disait, maintenant qu'on a cette raison d'être, vu de votre fenêtre individuellement, qu'est-ce qui vous paraît cohérent avec cette raison d'être ? Qu'est-ce qu'on devrait accélérer ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore ? Et puis même, qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire ? Et ça, c'est comme ça qu'ils vont réaliser que finalement, c'est pas juste un truc évaporé qu'on inscrit au fronton de l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui, dans leur quotidien, les guide ou les oriente, et avec une échéance de temps qui est quand même assez longue. Est-ce qu'ensuite, chez Pierre Fabre, par exemple, vous avez imaginé des stratégies, des petits outils pour aller vérifier que vos actions, elles correspondent bien à votre raison d'être ? Qu'il n'y ait pas un décalage. Oui, alors, comme chez Orange ou à la Maïf, on a dès le départ impliqué les salariés. Enfin, c'est pas la communication qui a écrit la raison d'être. D'abord, elle a été très portée par la direction générale, en lien avec le conseil d'administration. Et ensuite, au départ, on a mandaté un petit groupe de travail, mais très représentatif, avec des jeunes, des personnes plus anciennes dans l'entreprise, très internationales, de réfléchir à la raison d'être. On leur a donné les moyens de mener
une enquête, de rencontrer, d'interviewer des gens dans l'entreprise. Et ensuite, on a fait tout ce travail de faire connaître. Et cette raison d'être, on a organisé, enfin, on a donné un toolkit, si vous voulez, une boîte à outils, pour parler français, aux managers pour qu'ils puissent animer avec leur équipe une session de la raison d'être. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour notre équipe? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous? Donc c'est un moyen de faire qu'il y ait une appropriation. Et puis on a mis en place une enquête où on a mesuré au départ le taux d'adhésion à cette raison d'être qui était au départ un peu théorique, et on va refaire cette enquête pour voir si cette adhésion qui a été très très forte l'est toujours autant à l'aune de ce qui a pu se passer depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Alors moi j'entends Béatrice qui dit on l'a co-construite, vous Marc qui me dites en fait c'est pas la communication qui a écrit la raison d'être. Alors ma question suivante Cécile, c'est finalement quelle est la place du communicant dans cette raison d'être? Parce que c'est pas lui qui l'a fait. C'est un peu la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Alors Cécile, et puis après je vous ferai réagir, Béatrice. Je ne peux pas parler en généralisant à tous. La direction de la communication a été effectivement une partie prenante essentielle de tout le processus, à la fois en miroir. La formalisation, en fait, c'est un peu le même rapport que la création. La mise en mots permet finalement d'éclairer de manière assez formidable. Le contenu permet en miroir de faire réfléchir et faire avancer le processus de réflexion au-delà du fond, en fait. Donc oui, la direction de la communication, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir être partie prenante de la construction de cette raison d'être. Alors peut-être spécifiquement à la Maïf, c'est vrai qu'on a une culture et un amour des mots qui fait qu'on a la chance d'avoir un conseil d'administration et un comité de direction qui peuvent passer un certain temps sur l'analyse du sens, de la forme de chacun des mots utilisés. Béatrice, alors votre avis tranché? Mon propos c'était de dire, comme on s'adresse à des communicants, moi je rêverais que les DIRCOM arrêtent de s'excuser d'avoir contribué à la raison d'être. En fait, vous avez le sentiment qu'ils s'excusent? Mais un nombre de fois incalculable, je l'ai entendu. Ouais. Le sujet, c'est pas celui-là. C'est que ça ne doit pas être que de la com. On est bien mais d'accord. Le communicant, il est bien dans son rôle. Quand il fait l'aiguillon pour fédérer un certain nombre de gens, pour formaliser cette raison d'être, pour éventuellement travailler à l'inscrire au statut, pour après, puisque c'est la phase dans laquelle nous sommes, le rendre concret. Donc, tu parlais tout à l'heure des boîtes à outils, mais c'est bien l'essence même de la communication interne, que de partager un sens autour d'un projet ou d'une raison d'être, d'ailleurs, quel que soit le sujet. Donc, oui, moi, je revendique que le communicant, dont le rôle est de sentir et de percevoir les signaux faibles de la société, d'être un peu le trait d'union entre la société qui nous entoure et l'entreprise elle-même, donc de comprendre la culture de l'entreprise, de comprendre ce que l'environnement et la société autour de cette entreprise attendent d'elle, et du coup de lancer des projets de ce type. Après, pour répondre aussi à une question que vous posiez tout à l'heure, comment on le rend concret, et une fois qu'on a fait ça, nous, on a pris le parti aussi de rentrer dans cette phase d'acculturation interne, encore une fois, qui est très importante pour l'appropriation, mais aussi de monter un comité raison d'agir. Et ce comité raison d'agir, on va lui donner des indicateurs qui sont à la main de l'entreprise, quand même, parce qu'ils sont cohérents logiquement avec notre plan de marche. Et ce comité, il va être constitué de membres externes, et qui vont avoir une forme d'indépendance, en tout cas, pour évaluer si on est cohérent avec la raison d'être dont on s'est doté. Je l'espère, parce que personne ne nous a forcé à le faire. Donc, c'est qu'on était volontaire pour le faire. Mais je trouve ça important, parce qu'on se dit souvent, c'est pas de la com. Si, c'est de la com, au sens de créer de l'engagement en interne, de l'appropriation et de l'engagement au-delà de la formulation, parce que d'ailleurs, il y a aussi des écueils, c'est-à-dire que ça ne doit pas être que de la com, donc c'est pas un exercice d'originalité ou de formulation, ni littéraire d'ailleurs. Donc une de mes frustrations de dire comme moi, ça a été de lâcher la main sur la formalisation de la formule elle-même. Ah oui, c'est vrai. Ça doit être un slogan. Non, ça doit être un truc accessible par tout le monde et qui fait un sens accessible au plus grand nombre. Donc là, c'est une petite frustration. Mais c'est juste pour l'interne, Marc? Non, alors justement, la question est très très pertinente. De toute façon, c'est devenu un sujet central pour nous communicants.
Vous citiez tout à l'heure un sondage du MEDEF. Moi, j'ai eu récemment une enquête Harris Interactive, qui avec une agence a publié un sondage, et j'étais très étonné. 5000 Français représentatifs de la population. Il y en a, je crois, plus de 50% qui sont au courant de cette notion de raison d'être. Et je crois que chez les 18-24, on arrive à 60%. Et parmi les gens qui comprennent, qui ont entendu parler d'une raison d'être, ils ont une image, je veux dire, plus gratifiante, plus positive des entreprises qui s'en sont dotées. Donc on voit que le sujet est central pour nous. On peut plus aujourd'hui, je pense, passer à côté du Mais il y aura des déconvenus aussi, parce que si effectivement l'objectif recherché, ça n'est que celui-là, c'est-à-dire se doter d'une image plus positive, et c'est pas ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est pas ce que je dis. Et que c'est pas cohérent avec la réalité d'une entreprise, ça va vite se voir. Exactement. Mais en tout cas, c'est très. Enfin, nous, on est vraiment dans ce métier des biens de consommation. Pendant longtemps, nous, à la communication, on a dit bon, il y a les marques, c'est important la communication des marques, mais derrière, il y a l'entreprise. On nous regardait de façon un petit peu condescendante. Aujourd'hui, le jeu a changé. On voit bien qu'il y a un mouvement très, très fort parmi les consommateurs, pas tous, mais beaucoup, pour vraiment voir si l'entreprise prend des engagements, les tient, et donc effectivement, cette raison d'être, il y aura des déconvenus. Mais en même temps, c'est ça qui est excitant dans ce sujet. Mais c'est vrai que je pense que les jeunes générations, en tout cas, ils font particulièrement attention. Donc Cécile, est-ce que ça peut être un facteur d'attractivité des talents pour vous ? Je pense effectivement, alors toutes les études le montrent, c'est vrai qu'on en voit des jeunes générations qui sont vraiment en quête de sens, qui vont choisir leur futur employeur aussi sur un projet qui n'est pas uniquement circonscrit au périmètre de l'activité de l'entreprise, mais qui a une visée un peu plus large, avec un impact sociétal, environnemental. Donc ça, c'est un point clé. C'est un facteur aussi d'engagement des équipes en interne. Nous, quand on regarde tous les outils de mesure interne, on voit que les très bons résultats qu'on peut avoir sur la fierté et le niveau d'engagement, c'est, quand on pose la question, c'est très lié aussi à cette adhésion à un projet Maïf qui est plus grand que nous, en fait. Voilà. Donc je pense que c'est un facteur d'attractivité aussi pour nos consommateurs. Les consommateurs en général, et puis comment est-ce qu'on va chercher aussi à attirer des gens qui se reconnaissent dans les valeurs de l'entreprise, dans le modèle, qui ont envie de consommer de manière peut-être plus responsable demain. Alors, vous avez l'air de bien aimer les sondages. Moi, j'en ai repéré un autre. C'est l'Observatoire Havas des marques dans la cité, qui montre que 60% des Français pensent que les entreprises ont un rôle plus important à jouer aujourd'hui que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. Comment vous regardez ça, Béatrice ? Ça, c'est une tendance qui effectivement, on observe depuis un moment. C'est-à-dire qu'il y a une attente accrue de l'ensemble de nos publics pour les entreprises. Ça nous confère une responsabilité supérieure, on va dire. Bon, il y a une lecture un peu plus négative, c'est que c'est en relatif de certaines sphères politiques, notamment, qui ont beaucoup perdu en crédibilité. Donc, finalement, on finit par se dire qui peut faire bouger la société ? Probablement les entreprises. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire, mais c'est responsabilisant. Je pense que le mouvement de la raison d'être, ça contribue à ça, parce que, encore une fois, ça va dans le même sens. Mais ça nous oblige aussi, me semble-t-il, à une forme de transparence. On est dans un monde où tous ces débats de communication, où c'est pas de la com, où ça doit pas être que de la com, en fait, on discute encore avec des codes d'un autre temps. Parce que ça fait longtemps qu'on est dans un monde où on doit prouver ce qu'on dit. Il suffit pas simplement de faire une promesse et puis après on vous croit sur parole. Ça fait très longtemps, c'est pas la journaliste que vous êtes que je vais expliquer qu'on nous demande des comptes. Donc ça fait longtemps aussi que la plupart des marques et des grandes entreprises ont fait cette révolution-là en donnant à voir sur une forme de transparence. Alors, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est leur site internet, mais on a beaucoup d'engagements qui sont déjà sur les vitrines que sont nos sites web et qui donnent à voir ce qu'on peut faire pour la société au sens large. Donc la raison d'être, ça s'inscrit aussi là-dedans. Oui, c'est ce qui nous ramène un peu à ce qu'on se disait au début. Finalement, vous avez commencé d'abord par les actes avant de faire les paroles, c'est-à-dire la raison d'être chez Pierre Fabre, par exemple. Je pense que Pierre Fabre, par son histoire, a toujours eu une raison d'être. Voir que cette entreprise, j'ai dit tout à l'heure, elle est assez unique.
je rappelle, elle a été fondée par un pharmacien qui était passionné de botanique, qui toute sa vie a souhaité garder les racines de l'entreprise dans le Tarn. On est, je pense, la seule entreprise de notre taille en France dont le siège est dans une sous-préfecture qui n'est pas encore reliée par l'autoroute à sa capitale régionale. Bon, donc dans nos gènes, il y a cette idée qu'on est là effectivement pour prendre soin des patients, et on a cette passion de développer des produits en dermocosmétique ou des traitements, je parlais de l'oncologie tout à l'heure, mais aussi on a sur nous cette mission de contribuer à faire rayonner un territoire qui sans Pierre Fabre probablement serait beaucoup moins développé au plan économique. Et en plus, Pierre Fabre était un homme extrêmement généreux. Il a fait donc déjà de son vivant de ses actions dans l'entreprise à cette fondation qui a été reconnue d'utilité publique. Il en a fait son légataire universel. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que même si on n'y pense pas tous les matins en allant au travail, on a quand même en nous ce sentiment qu'on contribue à une mission qui est plus grande que nous. Ça rejoint exactement ce que Cécile, vous disiez tout à l'heure. Vous, justement, à la Maïf, vous avez décidé d'aller plus loin, d'adopter le statut d'entreprise à mission. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Parce que peut-être qu'effectivement, c'est l'étape d'après. Pour en tout cas un certain nombre d'entreprises, peut-être pas pour toutes. Oui. Mais... Cette décision, elle s'inscrit quand même dans l'ADN de la Maïf, qui, dès 1934, s'est construite sur un projet, une vision d'une société solidaire, le sujet de la communauté entre ses membres. Donc, ce n'est pas vraiment une rupture, c'est un changement d'échelle. On aurait pu se dire aussi, finalement, notre statut de mutualiste s'autosuffit. Voilà. Mais changement d'échelle, parce que ça nous pousse à aller un cran plus loin dans nos engagements. Ça augmente également le niveau d'exigence qu'on s'impose à nous-mêmes, puisqu'à partir du moment où on devient société à mission, on inscrit des objectifs statutaires, en plus de la raison d'être, dans nos statuts, et on doit les suivre. Et on s'y engage, et après on déroule des feuilles de route annuelles, et il y a des organes de gouvernance qui sont liés à ça, et puis un système d'évaluation externe qui suit chaque année et qui va nous permettre aussi de respecter ces exigences, ou en tout cas de nous confronter à ces engagements qu'on a pris. Merci beaucoup. Cécile Ribourg, je rappelle que vous êtes directrice de la communication du groupe Maïf. Béatrice Mandine, directrice de la communication de la marque et de l'engagement du groupe Orange, vice-présidente également de l'association Entreprises et Médias. Et Marc Alias, directeur de la communication, réputation et engagement du groupe Pierre Fabre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom sur Bismart.